Messieurs, dames, bonjour, bienvenue pour un contenu 100% entrepreneurial et on va vous parler de quelque chose dont on n'a jamais parlé. Oui. En vrai, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes sur lesquelles on peut parler de ce genre de choses. Est-ce qu'il y a vraiment même des chaînes qui... Oh, certainement, il y en a qui ont Oui, dû le faire. il y a des chaînes pure business, mais... Oui, mais est-ce qu'ils ont fait ce qu'on va faire? Ah, je pense pas. Aujourd'hui, on va vous parler d'Amoney et de financement, de levée de fonds, d'investissement, pour vous dire ce qui se passe au sein de Amoney, dont on est nous-mêmes investisseurs depuis 1 an et demi, genre. C'est Québec. Tout ça, je me souviens juste qu'on était au Québec quand on l'a fait. Vous connaissez les projets Amoney, hein. Le projet, c'est d'amener la French food, déjà en France, mais surtout dans le monde entier. Donc, c'est les cordons bleus en mode fast food, mais plutôt French food, comme on l'appelle. En ballotine. En ballotine. C'est le mot que tu cherchais. Et on est en train de s'étendre. Vous avez vu, la dernière fois, on a fait l'ouverture à Toulouse. On a d'autres ouvertures prévues en début d'année. Bon, non, on peut le dire, parce que vu que c'est écrit. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, on fait un mode un peu secret. Ouais, machin, mais là, on va tout dévoiler, donc Et là, du coup, il n'y a plus de secret. Là, Amoney cherche des investissements parce qu'on se développe assez vite. Et paradoxalement, quand une entreprise marche bien et que tu veux te développer, ça coûte de plus en plus cher. Nous, on le dit régulièrement sur les vêtements, c'est-à-dire que même Tous Imparfaits, Oni, quand on a lancé, ça marche bien, mais ça veut dire qu'il faut que tu accélères, que tu restockes et que tu machin. Donc les premières années, c'est surtout de l'investissement. Il y a même, je crois que c'est le mec de chez Nike ou Adidas, je sais plus, c'est l'un des deux, qui avait expliqué que jusqu'à 30 millions, il avait fait que perdre de l'argent en fait, globalement. Ouais, mais les grosses boîtes américaines, c'est comme ça qu'elles ont toutes commencé, hein, globalement. Donc là, même une entreprise qui marche bien, quand elle veut se développer, en tout cas quand tu veux te développer vite et pas attendre 10 ans, etc., tu es obligé de trouver des financements. Donc là, Amoney, pour l'instant, on a le flagship plus 2 franchisés. Et combien qui ouvrent? 5, je crois, qui ouvrent en début d'année. Montparnasse, Brive-la-Gaillarde, ensuite dans les ceux Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Oui, Nantes, c'est ça que j'ai oublié. Voilà. Et New York. Alors New York, je le mets toujours un peu à part parce que c'est un autre truc un peu particulier dont on va vous parler. C'est pas juste une franchise comme ça, c'est vraiment un truc très huge. C'est bien plus que ça. Alors ça, c'est des noms, des fois, on n'osait pas trop le dire, on voulait teaser. Maintenant, ce qui se passe, vu qu'il y a une levée sur un site de financement qui s'appelle Crowdcube, je sais pas si vous connaissez, mais il y en a plein comme ça, Tudigo et tout. C'est un peu comme un financement participatif, sauf que ça s'adresse à des profils d'investisseurs. C'est pas genre t'achètes un jeu de société en ligne, c'est t'investir dans une boîte, comme d'investir en bourse, sauf que c'est pour des structures en général que tu connais, pour lesquelles t'as de l'affect. Voilà, c'est ça. Où tu vois toi-même un potentiel. Un potentiel, ouais, exactement. Je peux quand même dire, on n'est pas là en train de vous dire, s'il vous plaît, mettez de l'argent dedans. C'est pas du tout le but. Voilà, c'est juste pour vous présenter entre guillemets le processus de, comme tu as bien expliqué, comment en fait on veut s'étendre à un temps avant d'attendre, parce qu'en fait on pourrait très bien attendre de récupérer de la trésorerie, sauf que ça met du temps. En fait, ça mettrait du temps et donc du coup ça va freiner l'engouement, ça va freiner le développement. Et puis avoir des prêts en banque et tout, c'est une catastrophe. Oui, le but, non, t'as raison de le préciser, c'est pas du tout de vous dire investissez dans Amoney. C'est un truc à part. D'ailleurs, bon, on n'aurait même pas eu besoin d'en parler forcément, mais l'initiative fait que du coup, il y a beaucoup d'infos qui sont données. En fait, oui, c'est ça. C'est surtout ça qui nous donnait envie de faire la vidéo, c'est que tu as tout un pitch deck, comme on appelle, pour les investisseurs, et ça te donne toutes les infos de l'entreprise. Tout ce qu'on a le droit de dire, tout ce qu'on veut dire, le plus d'infos possible. Il y a même beaucoup, hein, parce qu'il y a CA, BFR. Il y a même des trucs que même moi je connaissais pas. Oui, voilà, et après, oui, ça c'est honnête, faut être honnête aussi. Tu vois, nous on est investisseurs, on n'est pas les fondateurs, on n'est pas tout le temps le nez dedans non plus, donc c'est normal qu'on connaisse pas tout du doc. Donc on a appris des choses. On va être sincère, on a appris des choses avec ce doc là. Et pourtant on en parle beaucoup, mais c'est tellement complet. Et je pense que en fait vous n'avez quasiment jamais l'occasion de voir ce genre de documents, surtout si vous n'êtes pas investisseur, etc. Donc là, si vous allez sur le site, c'est Crowdcube, vous avez tous les documents, vous pouvez télécharger en français, en anglais, et vous avez toute l'historique de Amoney, tout ce qu'on veut faire, les bilans financiers, etc. Donc c'est super intéressant si vous vous intéressez un tout petit peu à l'entrepreneuriat. On va passer dessus ensemble, mais c'est vraiment ce document-là qui nous intéresse aujourd'hui. Juste pour info, je crois que l'action, parce que quand tu es investisseur, tu achètes des actions, et si les actions montent, tu gagnes de l'argent, si ça baisse, tu perds de l'argent, c'est le principe. Je crois que c'est 163 €. Donc c'est vraiment pour des profils petits investisseurs. Après, tu peux acheter 1000 actions si tu veux, hein, mais... Je vous coupe une petite seconde parce que c'était pas encore finalisé quand on a tourné avec Louis, mais je viens de recevoir un message de Guillaume qui nous montre le shooting de notre prochaine collaboration, parce qu'il y a pas mal de collaborations qui sont faites avec Amoney. Via Louis, la dernière fois, il y avait une collaboration avec Louisier Laffineur, et voilà, il y a plein de trucs comme ça en collab. Et à Toulouse, collaboration avec Matecito, la boisson de Big Flo et Oli, et ils ont fait un shooting photo qui s'affiche au moment où je parle. C'est une collab Matecito, mais pas que, ils ont fait un cordon bleu spécial aussi, basé sur une recette argentine, et ils l'ont appelé le Fabian, qui est le nom du père de Big Flo et Oli, qui est argentin, et c'est pour ça que Matecito, ça vient d'Argentine, il y a toute une histoire derrière. Donc c'est une belle collab, et c'est une collab qui va durer 1 mois, donc ne la loupez pas si vous êtes sur Toulouse. Que Toulouse Je pense, Matecito, Big Flo et Oli, regardez si c'est ailleurs aussi en vrai. Le cordon bleu, il est basé sur un genre de sandwich argentin qui s'appelle le cholipan. Je dirais que c'est au chorizo. Ouais. Grillé. Oh, chorizo, incroyable. Ça doit être c'est bon, basé ça. là-dessus. Putain, ça me donne envie d'aller en Argentine. Ça, y a pas que le steak, hein. Tu vois, ils ont des vrais trucs. Oh, mais je vais en Argentine 2026, c'est sûr, je vais en Argentine. C'est déclaré.
Ouais. Du coup, présentation du concept à monnaie, forcément, il faut que les gens ils sachent de quoi on parle. Ça paraît logique. Et là, vous allez, alors là, pour le coup, on va pas apprendre grand chose de notre côté. Hein. Faut être honnête aussi. J'ai pas envie que les gens y croient. Alors, putain, alors qu'est-ce qu'on vend en vérité? Non, c'est pas ça non plus. Non, 99% des trucs, on le connaît quand même. Mais il y a des petites choses. Alors, bien sûr, il y a la carte qui est présentée avec les 3 cordons bleus. Donc, du coup, charcuterie de porc, bœuf et un végétal. Donc le Gérard, le Babette et le Brigitte, et le saisonnier. Après, après il y a les chiffres de vente. Ça, j'ai découvert. Oui. On va le voir après. Quel est le pourcentage? C'est ça. Bon, je savais que le Gérard, il cassait la baraque. Hein. Oui, et je savais que le Brigitte était le moins bien vendu, mais il y a quand même un pourcentage de. C'est quand même intéressant. Et je pense que là, il y a des gens, ils se disent, ok, donc c'est bien, c'est cool, il y a une présentation de concept, etc. Mais je trouve que limite le document est plus orienté vers la présentation de Amoney pour des futurs franchisés presque, plus que pour des actionnaires. Le document de base, c'est le document qu'on présente aux franchisés en vérité. Et d'ailleurs, c'est vrai que les franchisés, parce qu'on reçoit beaucoup de questions, parce qu'on parle de franchise, là vous avez toutes les infos en fait que vous voulez, parce que c'est vraiment, tu as combien ça coûte d'ouvrir une franchise, au bout de combien de temps tu commences à gagner de l'argent, quelles sont les difficultés ou pas. Donc c'est trop bien. Il y a trop de trucs à apprendre vraiment. Et on vous l'avait dit la dernière fois, mais ça c'est aussi une des grosses forces qu'on arrive à apporter à Amoney, c'est que pas la majorité, mais quand même en tout cas une bonne partie des franchisés, c'est nous qui les avons ramenés aussi. On a des communautés d'entrepreneurs qui nous suivent, donc c'est pas. Donc ça fait plaisir. Street food française, tu vois, c'est quand même bien mentionné. Ils sont bons sur les photos à Amoney. Je suis assez d'accord. Ça a toujours été leur gros point fort. C'est marrant parce qu'en fait c'est ce qu'on avait. Le mot n'est pas très bien, mais en fait en photo on appelle ça des natures mortes. Bon, c'est pas appétissant dit comme ça, mais en tout cas c'est très bien réalisé. Les acteurs. Et attention, bonjour. Ouais. On était là quasiment au début. Hein. Ouais. Donc on a bien sûr Guillaume Verlet le fondateur, TV Louis associé et youtubeur, et Jordan Perez qui est du coup associé et franchisé. Donc du coup c'est celui qui possède la franchise à Toulouse. Voilà. Vous l'avez vu la dernière fois dans la vidéo qu'on a fait sur le site Japon Corp aussi. Un mec qui aime bosser en famille. Hein. Avec son frère. Il y a son frère et son père. Ah oui, c'est vrai qu'on a vu son père aussi. Ouais. Putain, ça. Une Madeleine de Proust remise au goût du jour. Est-ce qu'on passerait pas ça? Je pense que les gens connaissent le cordon bleu à Amoney. Voilà, vous l'avez vu. Là, en fait, le pitch, il y a plein d'investisseurs qui connaissent pas Amoney aussi, et en fait, ils cherchent les pépites sur les sites comme ça. Dès qu'il y a un truc qui leur paraît bien, ils mettent de l'argent. Donc c'est pas forcément destiné à ceux qui connaissent Amoney. T'expliques plein de trucs qui pour nous sont obvious, mais. Ah oui, petit truc, je sais pas si on l'avait déjà dit, mais tous les cordons bleus sont sans gluten. Et là, on arrive dans des trucs intéressants. Déjà, savoir que tous les produits sont sourcés en France, c'est des produits régionaux, etc. C'est un des points forts. C'est la qualité qui nous a séduit en premier. Et c'est l'opposition de McDo, etc., où ils font un truc très industriel. Nous, au contraire, à Amoney, c'est de la fast-food, mais avec des bons produits. C'est le premier axe, c'est le premier truc que tu mets en avant en général. Et ça, on n'en a jamais parlé de la standardisation. C'est vrai que c'est important parce qu'en fait, si vous voulez, quand on fait des franchises et qu'on veut faire des franchises, Guillaume, alors on va pas vous refaire le pitch qu'il nous a fait parce qu'il nous avait fait un cours à l'époque de 2 heures pour vraiment qu'on comprenne tous les tenants et aboutissants de la franchise, si vous voulez. Super intéressant, masterclass. Ouais, c'était une masterclass. En vrai, on a récupéré peut-être, tu vois, genre 2 ans d'informations, même plus, d'infos qu'il allait pêcher à droite à gauche d'un coup. C'est comme si nous on faisait un truc sur YouTube, tu vois. C'est vraiment, on balance toute l'expérience qu'on a. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des défis à la franchise qui sont particuliers à la franchise, et c'est bien sûr de séduire les franchisés. Donc ça, forcément, si t'arrives pas à séduire personne, t'avanceras pas. Mais il y a aussi le franchisé, il a toujours peur que le produit soit trop compliqué à reproduire, et que du coup, entre guillemets, le fondateur arrive à le faire, mais que toi t'arrives pas à le faire. Et là où ça intervient, et là où on est fort, là où Guillaume a très bien réfléchi son produit, c'est sur la standardisation. Que la deuxième chose aussi, c'est que tu veux que ton produit soit le même partout. C'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. Tu sais, on en parlait avec Pepe Chicken, on en a bien parlé, ouais, quand c'est pas les mêmes cuisines qui le font, les dark kitchen, les choses comme ça, ça a beau être la même recette de base, c'est pas forcément les mêmes produits qui sont utilisés, c'est pas forcément les mêmes gens qui font. Donc plus tu donnes un produit fini à ton restaurant, à ton franchisé, plus ce sera le même goût partout. Tu veux pas manger un cordon bleu à Toulouse et à Paris que ce soit pas le même. Donc il faut vraiment faire une standardisation, ce qu'on appelle, et c'est super bien fait sur Amoney. D'ailleurs, petit astérisque, j'étais content parce que tu sais, quand je t'ai dit je savais pas le même goût la Pepe Chicken, quelqu'un dans les commentaires a bien dit Louis il a dû tester celui de Créteil et du coup il est meilleur effectivement. Ouais, bah tu vois, donc c'est connu, donc c'est vraiment connu. Ok, deuxième. Peut-être que ça va être un peu chiant pour des gens, mais je sais qu'il y en a qui vont vraiment vouloir toutes les infos. Donc fabrication négative, ça c'est important aussi parce que ça veut pas dire que les produits sont pas faits à base de produits frais, ça veut dire qu'on les congèle pour les déplacer. T'as un respect de la chaîne du froid, t'as plein de choses comme ça, tout à fait classique, et c'est ça qui aide à standardiser le produit tout simplement. Sachant que c'est pas la même chose que les produits congelés qu'on achète chez Picard, attention. Hein. Là on est sur un procédé de surgélation. Oui, donc c'est pas la même chose, c'est pas un truc, on n'est pas à -10, tu vois. Là on est sur des trucs de alors j'ai pas envie de donner les chiffres pour pas dire de bêtises non plus, mais on est beaucoup plus bas. Ça va très très vite pour pas dénaturer le produit. Exactement. Et on avait fait le test, et ça je tiens à le dire, ça d'ailleurs ce serait un truc à refaire en vidéo, ce serait sympa. C'est qu'on avait fait le test à l'époque, moi je me souviens il m'avait servi un frais, donc il venait d'être fait, et un en surgélation, impossible. Chose que les gens savent pas, c'est que le cordon bleu actuel, je crois que c'est la 3e recette commercialisée. À chaque fois, t'essayes de trouver des nouveaux ingrédients, des nouveaux procédés, etc. pour que ton produit soit de mieux en mieux. Il y a plein de restaurants qui font pas ce travail, et ça fait toute la diff en fait, parce que quand tu commences, ton produit, il a beau être bien travaillé, il est jamais parfait.
idée. Et nous, le premier qu'on avait goûté, il est tellement différent. Il était déjà incroyable. Oui. Et après, on a goûté le deuxième et on dit putain, le level up. Ouais, je suis d'accord. C'était vraiment cool. Ah. Analyse performance. Là, ça devient intéressant. Le cordon bleu qui est le plus vendu, le Gérard. C'est le classique, c'est l'équivalent du Big Mac. Ouais, c'est un peu triste, mais ouais, c'est ça. C'est le Gérard, c'est le Big Mac. Et vraiment, c'est la formule la plus classique. En fait, je pense que c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui découvrent encore. Et quand tu découvres, tu as envie de prendre le premier. Tu sais, ils posent la question, c'est quoi le truc de base? Ouais, et donc, tu as envie de reprendre ça. Très content de voir que celui qui gagne en deuxième, c'est le saison. Ouais. Ça, c'est une très grande réussite. C'est souvent le meilleur. Ouais. C'est souvent mon préféré, en vrai. Et le Brigitte, bah, c'est le truc vegan, donc ça touche pas tout le monde. Et puis un cordon bleu vegan, c'est pas vraiment la nature d'un cordon bleu, c'est comme un burger vegan. Ça touche que les véganes, c'est ceux qui veulent essayer. Donc c'est normal que ce soit beaucoup plus niche. Ceci dit, il est pas mauvais. Donc. Par contre, là, je viens de penser à un truc, ça me traumatise énormément. C'est les proportions sur le camembert sont catastrophiques. C'est vrai que le 10% paraît énormissime. Ah, les prix. Ça, c'est ce que tout le monde veut savoir dans un restaurant, combien tu dépenses en moyenne. C'est ce que tous les commerçants se posent comme question, surtout quand tu veux investir ou quand tu veux faire une franchise. En général, vous dépensez chez Hamonnet la modique somme de 25,47 €. TTC. Mais ça voilà, ça c'est vraiment à chaque commande passée. Donc si les personnes par exemple ils arrivent à 2, 3, quoi, tout est englobé dans cette moyenne là. Donc ce qu'il faut lire plutôt, ce qui est plus intéressant finalement, c'est le ticket moyen par cordon bleu. Et donc là on peut voir qu'il est à 14,90 et c'est littéralement je crois le prix d'une formule en fait. C'est ça. Chaque cordon bleu pèse en poids net, ça je ne savais pas, après cuisson entre 230 et 260 grammes. Ça je savais ça. Je me souviens il m'avait dit 250 moi de mémoire. Ça là c'est là que tu vois que c'est un produit un peu artisanal parce que quand t'as 30 grammes, en vrai c'est beaucoup 30 grammes de marge sur un produit. T'auras jamais 30 grammes sur un Big Mac. Clairement. Et bon les sauces. Pas de sauce. Les boissons. Si c'est intéressant parce qu'il y a du cola mais qui n'est pas du Coca-Cola. C'est que des boissons un peu artisanales, de la bière régionale et tout. Mais... Et quand tu mets pas du Coca-Cola, le cola Elixia, c'est très faible partie, je sais même pas combien. C'est 12%. C'est beaucoup plus bas. Ah, c'est intéressant de voir ça. Hein. Dans n'importe quel restaurant, la boisson la plus vendue, le plus souvent c'est le cola. Largement, ça fait peut-être du 50%, je pense au McDo c'est même plus que ça. Ouais, certainement. Et là, nous c'est 12% le cola. Donc quand c'est pas du Coca-Cola, les gens n'en veulent pas. Putain, vas-y, on arrive dans les vrais chiffres. On arrive dans le truc là. Vous pouvez vous réveiller là, ça y est. Les chiffres d'affaires, combien ça gagne, combien ça se passe, combien. Alors là, forcément, il va prendre l'exemple du restaurant Hamonnet, enfin, on va prendre l'exemple du restaurant Hamonnet, qui est la première enseigne qui a été ouverte, mais qui est aussi assez petite, pour être honnête. Ouais, 8 places, c'est pas beaucoup. Hein. Mais c'est beaucoup à emporter quand même. Donc, exploitation salariée, 2 en semaine par service, 3 le week-end pour les extras. Donc, en gros, ça veut dire que quand tu es en période basse, enfin calme, relativement calme, tu as besoin juste de 2 personnes. Quand ça commence à débiter sur des périodes fortes, là, on a besoin de 3 personnes. CA 2023, 280 000 €. CA 2024, après l'arrivée de TV Louis, 415 000 €. Yes. Ce n'est que grâce à nous. C'est tout. 100%. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt très bien. Ticket moyen. Ah, ça c'est intéressant. Ouais. Il y a marqué les chiffres importants. Il y a déjà un indice sur l'importance de la page. Ah, vu sur nos vidéos, 15 millions. Ils font des shorts, etc. Mais je pense qu'il y a quelques vidéos à nous qui sont intégrées dedans. Il y a des shorts. Ah oui, une des choses aussi assez fortes, mine de rien, 40 articles de presse et parutions. Ça c'est quand même assez puissant. Pour une marque, un restaurant comme Hamonnet, avoir autant d'articles de presse. Ouais, sur toutes les chaînes. Ah d'ailleurs, t'as vu, Guillaume, il nous a envoyé un message, il a dit on passe à la télé le 30 novembre dans 66 minutes de M6. Ok. Avec l'histoire d'Hamonnet, le développement, un appel vidéo pour New York aussi. Je pense que c'est un truc assez fat, c'est bien. En fait, la com, elle se fait bien parce que le concept d'avoir un restaurant French food en mode fast food, il y en a pas. Enfin, t'as Otakos, etc. Mais c'est pas vraiment ça qui représente la culture française. Quoi. Les médias sont super intéressés. À ton avis, sur 5 clients qui viennent chez Hamonnet, combien en prennent à emporter? Ah, c'est beaucoup, je pense. C'est 3 ou 4. 4, effectivement. 80% c'est à emporter. C'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment énorme pour le coup. Après, je pense que c'est... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place aussi. Déjà, il n'y a pas beaucoup de place, mais aussi c'est par rapport aux endroits où on est. Tu vois, quand on ouvrira sur des villes où il y aura plus de place, on pourra avoir forcément des salles plus larges. Je pense que les gens ils auront plus de plaisir à rester à l'intérieur parce que, mine de rien, il y a quand même un effort qui est mis pour du 80% emporté. L'effort mis dans la déco est énorme. Hein. C'est vrai. Ah, par contre, l'effort a été mis sur l'emballage. Parce que c'est un emballage qui garde ton truc au chaud pendant une demi-heure. Personnalisé, thermo, je sais pas comment dire, mais qui est étudié de fou. Ouais, ça, pareil, il était thermo-étudié. Ouais, thermo-étudié. Et en tout cas, il n'existait pas quand on a investi chez Hamonnet la première fois. Non. Cœur de cible, 25-40 ans, pas surpris. Plus de femmes que sur nos communes. Ça marche très bien sur le public féminin. Ok, ça marche. Et explique-nous maintenant, Tev, qu'est-ce que le CAPEX hors taxe? En fait, t'as CAPEX, OPEX. CAPEX, c'est les investissements de base quand tu ouvres
sur un business. Et après, tu as l'OPEX qui est ce que tu as besoin comme fonds de roulement, enfin les investissements au quotidien pour faire marcher ta boîte. C'est un peu pour les investisseurs franchisés. Et enfin, le truc que lorsque les franchisés ils voient ça, ils se disent what? Et c'est trop bien, c'est 40-60 mètres surface totale optimale. Bon, ça, ils se disent, bon, ça fait quand même pas mal de place, mais c'est normal, c'est quand même ce qu'il faut. Mais le truc sans extraction. Ah, faut que tu expliques ça, Tev, parce que c'est le truc. C'est marqué en gras. D'ailleurs, 40-60 mètres, mais tu vois, Montmartre, c'est 20 et quelques 22, mètres. C'est 22 et ça passe, tu vois. Ça marche très très bien, ça a commencé comme ça. En fait, l'extraction, on le connaît tous les deux parce que dans le milieu de la restauration, il y a un truc qui fait que tout est casse-couille. Tout est casse-couille, c'est l'extraction. Parce que, en fait, ce qui marche bien dans la restauration, c'est le bon emplacement. Il te faut le bon emplacement à la bonne taille, pas trop grand et tout. Et les emplacements qui ont une extraction, c'est-à-dire la cheminée qui va aspirer la graisse en général, tu vois, au-dessus d'une friteuse, etc. Tu as une extraction avec un gros tuyau. Et ça, tu dois le faire passer dans tout l'immeuble et sortir au-dessus, etc. Ça coûte un bras, pour pas dire une couille. Ah oui, si c'est pas déjà de base, c'est horrible. Et puis en plus, il faut les autorisations, donc c'est une galère nucléaire. Autorisation de la copropriété, de machin, c'est trop chiant. Donc si tu ne trouves pas un local avec une extraction, et un local bien placé, à la taille, au bon prix, avec une extraction, tu ne peux pas ouvrir un restaurant. Et nous, on a vraiment éliminé 2 facteurs, qui est que même un petit truc, ça passe, et pas besoin d'extraction, ce qui est incroyable. Ça c'est vraiment dur à expliquer pour les gens qui connaissent pas. C'est vraiment un game changer absolu. Ça veut dire que tu peux avoir des bons emplacements partout, alors qu'un restaurant traditionnel ne peut pas. Et ça c'est grâce au four et à la technique que justement il avait étudié, parce que encore une fois, quand on est venu, parce qu'on vous dit ça évolue tout le temps, hein, quand on est venu la première fois goûter chez Amoné, il avait besoin d'une extraction. C'était pas le cas, et du coup, un problème, une solution. C'est aussi pour ça que les recettes évoluent. Droit d'entrée, alors ça c'est vraiment spécialement pour les franchisés. Ça peut en intéresser certains d'entre vous, mais tu vois, tu as un droit d'entrée de 40 000 €, c'est-à-dire que pour acheter le droit d'utiliser le nom Amoné et de vendre des cordons bleus, c'est 40 000 €, et après il y a des royalties de 7% sur les ventes. Une partie de ces 7% est forcément redédiée par le fondateur à la communication. Et comme par hasard, on est là. Ah bah tiens. Il faut le savoir, c'est la loi. Tu es obligé de prendre des royalties et tu es obligé d'utiliser, je crois que c'est 2% minimum. Je sais plus si c'est 2% de ces montants-là ou 2%. Non, c'est 2% de royalties pour la communication. Okay. Donc tu es obligé, quand tu as des franchisés, de faire de la communication. Après, ça te dit exactement combien tu dois dépenser en déco, en architecte, 9 000 €, 37 000 € en cuisiniste, c'est-à-dire les fours, les frigos, les choses comme ça, qui doivent être adaptés à la recette, mobilier intérieur, etc. Et en fait, ça peut paraître gros, tu vois, mais en fait, montant droit d'entrée compris, entre 130 et 150 000 €, c'est rien du tout. C'est rien du tout de monter un restaurant franchisé avec ça, et c'est pour ça qu'on a beaucoup, on ouvre assez facilement des franchisés. Alors avant que les gens ils me disent oh là là, ils ont plus de conscience de l'argent, machin, 150 000 €, on parle encore une fois en business. C'est pas une question de 150 000 € pour vivre, pour machin, un salaire. On sait pas du tout ça. C'est 150 000 € pour lancer un business comme ça, avec un droit d'entrée, c'est vraiment très peu. Tu prends n'importe quelle enseigne connue, je vais pas dire McDo parce que ça fait trop cliché. McDo c'est 1 million à peu près pour lancer une franchise, mais n'importe quel business connu c'est beaucoup plus que ça. Ah ouais, après bon, ça c'est un petit peu l'autopompage, voilà, on a fait la Tour Eiffel, le Grand Prix, jury, machin, tous les prix qu'on a eu, tout le TF1, journal de TF1, M6, putain, on avait fait le TF1 de 20h, je sais même pas. Là c'était en 2023, on n'était pas là encore. Ah oui, c'était avant nous. Alors plan de développement, c'est là que ça va être super intéressant aussi, puisque qu'est-ce que nous réserve le futur, et jusque là nous on est dans le teasing, c'est aussi notre boulot d'entretenir un truc. Là il y a plus de teasing, ouais. Voilà. Tout vole en éclats, vous avez la strat. Ils ont la strat sur les 5 prochaines années. Alors quand on était à Toulouse, on avait annoncé certaines ouvertures. On avait parlé de quoi? On avait parlé de Brive-la-Gaillarde et de Nantes, je crois que Clermont-Ferrand on l'avait pas dit. Non, on l'avait pas dit, et tu m'avais empêché de dire Gare Montparnasse. Montparnasse et dans le Marais aussi. Ça c'est des franchises, mais certains établissements seront détenus par Amoné aussi, pas en franchisé, parce qu'il faut qu'on ait quand même des flagships, les moyens de tester des recettes, etc. C'est pour ça aussi qu'on a besoin d'investissement. Je fais une définition rapide pour les gens. Quand c'est un franchisé, ça veut dire qu'il paye pour entre guillemets utiliser le droit entre guillemets d'avoir le nom Amoné, et du coup il paye pour utiliser le système Amoné si vous voulez. Et quand on a ce qu'il appelle des flagships, ça veut dire que c'est littéralement Amoné qui fait un restaurant Amoné. On va prendre l'exemple de McDo encore une fois, parce que c'est vraiment l'exemple de franchise par excellence. Des McDo, mettons, qui est, je sais pas, 500 McDo en France. Il y en a peut-être 10 qui sont tenus par McDonald's et 490 qui sont détenus par des gens comme vous et moi qui veulent ouvrir un McDo. C'est des franchisés. Simplement, on aurait peut-être dû commencer par cette explication. C'est pas grave. Projet de développement sur 5 ans. De 2025 à 2029, enfin ça dépend comment on compte, mais jusqu'à fin 2029 pour nous. 60 restaurants
ouverts. Même si ça se passe bien, potentiellement plus. Mais l'ambition, c'est d'en ouvrir 60 en 5 ans. Donc là, dites-vous que cette année, première vraie année, on en a déjà 3, enfin on en a ouvert 2, et il y en a 5 en préparation en France. Et après, il y a tous les trucs en préparation qui sont pas encore actés, mais c'est beaucoup de discussions, beaucoup de taf. Mais l'objectif, 60 restaurants. Donc là, on est à 3. On a fait 5% du truc. Nantes, Clermont-Ferrand, Brive-la-Gaillarde, et Gare Montparnasse et Le Marais, c'est déjà bien avancé. C'est-à-dire qu'il y a des signatures. Il a mis en triangle jaune ces villes, projets, franchises en cours. C'est en cours, il y en a certaines qui sont bien en cours quand même là. Hein, il peut toujours y avoir des accidents. Par exemple, Toulouse, vous le savez pas, mais ça a ouvert plus de 6 mois ou 9 mois plus tard parce qu'il y a eu des... Parce que l'immeuble cassait les couilles, parce que potentiellement l'immeuble pouvait s'effondrer, du coup ils ont dû changer de local, enfin c'était une galère. Alors qu'est-ce que t'en as à foutre qui sont sur les clients? Voilà, ça tombe, c'est pas grave. C'est pas grave, on prend le risque. Ouais, il y a des fois des choses que tu peux pas maîtriser, mais globalement ces 5 là sont quand même assez verrouillés. Et après toutes les villes prioritaires ou les cibles, c'est-à-dire stratégiquement où est-ce qu'on veut être, un peu partout dans la France. Mais en gros ce que ça veut dire, ville prioritaire, ça veut dire que si vous habitez à Lille ou à Rennes ou à Lyon ou à Aix-en-Provence ou à La Rochelle ou à Bordeaux, à Boyenne, eh bien si vous avez par hasard de l'expérience déjà dans la franchise, c'est un truc pour vous draguer quoi. C'est tout à fait ça en plus. Ouais. Même si vous n'êtes pas forcément d'expérience dans la franchise, mais que vous avez une expérience dans la restauration. Oui, c'est ça. Plan de développement jusqu'à 2030. Alors France 35, Europe 17. Parce qu'encore une fois, nous on a pour ambition de montrer la culture française, le cordon bleu en dehors de la France. Donc faut bien aller en dehors de la France. Italie, Belgique, Hollande, Suisse, Angleterre. Angleterre, j'y crois. Enfin, Angleterre c'est dur. Belgique c'est facile. Belgique, Suisse, on a déjà des contacts. Belgique, Suisse, ouais, ça va déjà assez vite. Hollande, j'ai aucune idée. Italie, j'ai aucune idée. Mais pour être honnête, UK, j'ai du mal à voir le public UK dessus. Oh, moi non, parce que vu ce qu'ils bouffent là-bas, c'est le fish and chips. C'est le fish and chips, tu sais, c'est vraiment le truc frit, etc. Ouais, donc là, c'est du frit un peu plus léger, un peu plus. Moi, je pense que ça peut marcher partout. Okay. Ouais. Mais le truc pour lequel tu es allé déjà physiquement. Oui, et d'ailleurs, on n'a pas fait le follow-up, mais on a trouvé un local. Je ne vais pas vous dire où. Je crois que s'il le dit pas, au moins vous le saurez pas, parce que le local qu'on a trouvé et qui est réservé, signé. Alors encore une fois, c'est les États-Unis, je connais pas, ça se trouve, ça peut capoter, mais on a trouvé un local dans un endroit de malade mental pour faire la première ouverture à New York. Et là, moi, c'est sûr, on va y aller. Enfin, il va y avoir du contenu New York, du TVLU New York, mais on a trouvé un trop beau truc pour démarrer où vraiment ça dit on arrive. Allez, nous faites pas chier. C'est pour ça qu'il l'a mis vraiment en rouge, projet en cours New York City. C'est extrêmement long, mais ça fait quand même déjà pas mal de temps qu'on est sur le dossier. Et là, on a vraiment des avancées significatives, donc ça fait plaisir. Ouais. Et en fait, le truc de pourquoi on est aussi excité par rapport au fait que ça peut ouvrir à New York, c'est pas seulement parce que c'est à l'étranger, seulement parce que c'est stylé. C'est juste parce que, forcément, faut se le dire, aux États-Unis, tout va extrêmement vite. Et donc, si jamais ça fonctionne, ne serait-ce que bien ou très bien dans les premiers mois, c'est le genre de gars qui arrivent et qui disent bon, on en ouvre 25 ou comment? Ouais, c'est clairement ça. Après, quelles sont les difficultés d'ouvrir dans un pays comme ça? Parce qu'il y en a plein. Déjà, il faut trouver l'approvisionnement sur place. La nourriture, tout ce qui est produits frais, etc. Va les faire importer France-Europe, France-Asie, Europe, États-Unis, Europe-Asie, n'importe quoi. C'est trop chiant. Il y a trop de normes, il y a trop de règles sur les produits laitiers, sur les produits animaliers, etc. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fromage au Japon, c'est pour ça que tout est chiant. Même Candysan, j'ai galéré, alors imagine des cordons bleus. Donc en fait, il faut arriver à reproduire ta recette sur place, au moins sur le continent. C'est pas facile, ça veut dire qu'il faut un réseau. Nous, c'est ce qu'on avait été faire avec Guillaume la dernière fois, on avait été voir ce fameux réseau des labos, on appelle ça un labo, là où on fait la bouffe, tenu par des Français qui avaient accès à des produits français sur place pour recréer la recette à l'identique, ou en tout cas au plus proche de ce qu'on a ici. Mais au plus proche, mais en l'adaptant quand même aussi à la clientèle sur place. Peut-être un peu plus gros parce que c'est aux États-Unis, un peu plus salé, un peu plus sucré, des choses comme ça. Un peu plus gras, ouais. Voilà, mais t'es obligé. Ça se travaille, une recette. Donc il y a ça. Ensuite, il y a, quand tu arrives sur un nouveau continent, tu veux pas forcément un nouveau franchisé, tu veux ce qu'on appelle un master franchisé. Et ça, c'est encore plus dur à trouver, c'est quelqu'un d'extrême confiance qui fait que si ta franchise, elle marche bien, il va pouvoir lui en déployer d'autres. C'est ça. Quelqu'un qui a déjà beaucoup d'expérience dans le domaine et qui va gérer en fait le territoire. Et qui a beaucoup de pouvoir du coup. Une fois que lui a un truc qui fonctionne et s'il décide de donner une franchise, il peut même entre guillemets décider quasiment lui-même quoi. Contractuellement, c'est nous qui décidons, mais effectivement, tu peux décider de dire toi tu gères tous les États-Unis. Guillaume a déjà prévu de passer pas mal de temps aux États-Unis pour être sûr que la recette va être respectée et que le plan va suivre son cours. En fait, si vous voulez, en France, on sait qu'on a du poids, on peut venir, on peut casser les couilles, on peut voilà. Et aux États-Unis, faut être très prudent et aussi les Américains n'ont pas du tout la même manière de bosser. Eux, ils adorent faire des contrats de 126 pages où il y a vraiment le moindre truc qui est noté, donc c'est extrêmement long. Oui, c'est long, il faut être précautionneux, c'est pas notre pays, c'est pas notre continent, c'est pas nos règles, mais c'est là-bas qu'il y a vraiment du potentiel. C'est un marché important, mais surtout, on en a marre que ce soit la culture américaine qui vienne en France. Là, c'est la bouffe française qui va aux États-Unis. Ça devrait être comme ça, c'est nous le pays de la bouffe, donc allons chez eux un peu. Et ensuite, pour 2030, donc là, c'est vraiment très loin. On pense potentiellement au Japon, Chine. Les gens ils disent pourquoi pas avant pour le Japon. D'ailleurs, c'était une des raisons pour laquelle c'était un des quiproquos du tout début, où ils pensaient qu'on voulait ouvrir une franchise au Japon, Guillaume, ce qui n'était pas du tout
tout notre souhait. Honnêtement, je pense qu'il y a du potentiel au Japon, mais connaissant les règles, les machins, etc., c'est déjà une prise de tête de ouf. C'est dur et ça veut dire, encore une fois, refaire la recette sur place. Ouais, c'est ça. Le Japon, c'est pas les États-Unis, t'as moins d'accès à des produits frais comme du fromage, du jambon de pays, des choses comme ça. Donc plus difficile. Et la Chine, extrêmement difficile pour les règles, notamment. Mais c'est dans les tuyaux. Hein. C'est dans les tuyaux. Après, il y a beaucoup de marques qui arrivent à le faire. Sauf que nous, il faut d'abord grandir, prendre de l'expérience, faire un réseau. Je pense qu'une fois que t'as les États-Unis un peu, là, ça devient vachement plus facile d'aller au Japon ou en Chine. Oui, je pense surtout que c'est des... Alors, un truc qu'on dit pas beaucoup, mais les transporteurs qui gèrent ça depuis l'Europe jusqu'aux États-Unis, souvent, c'est des transporteurs mondiaux qui gèrent aussi d'autres grandes marques. Typiquement, il y a que McDonald's qui a juste son réseau privé à lui pour envoyer ses burgers et ses steaks partout dans le monde, mais les autres, je veux dire, même un Burger King ou un Pizza Hut, n'importe quoi, tout le monde passe, il y en a peut-être plusieurs, mais par des réseaux qui sont déjà établis. Quand tu rentres dans le réseau, c'est pas facile, mais nous, on a réussi. Quand tu rentres dans le réseau, tu peux techniquement transporter tes produits partout dans le monde et assurer le même niveau de fraîcheur, de qualité, de restockage, etc. Business plan. Voilà, là, c'est compliqué, là. Là, c'est peut-être un peu technique, là. Lisez si vous voulez voir une franchise. Lisez. Techniquement, ça vous parle. Si après le tableau d'avant, en vrai, on peut s'arrêter un tout petit Développement. peu. Parce que là, on parle de 60 ouvertures. Ah, le rythme. C'est le rythme. C'est-à-dire que 2025, il y en a 3, bon, c'est acté, c'est fait. 2026, donc il y a quand même 13 établissements qui sont prévus d'ouvrir en 2026. Non, pas 13, 10 du coup, 10 en plus. Non, 13. C'est pas le total, c'est vraiment 13. Ça s'ajoute à chaque fois? Oui. Oh putain la vache. Ah, si tu vas arriver à 66 oui, même. effectivement. Techniquement, on peut. On a les touches, on commence à avoir le savoir-faire, on a le réseau. Là, ça bombe le torse. On va être honnête, là, ça bombe le torse quand même. En vrai, vu qu'il y en a déjà 6 d'actés. 5, il y en a 5, alors 5 d'actés. Après, on sait jamais, il y en a certains qui peuvent aller très vite, tu vois, mais c'est voilà. Ok, let's go. C'est l'objectif. Là, c'est l'objectif, c'est le plan. Et jusqu'à maintenant, sans vouloir nous vanter, 3, c'est pas non plus un chiffre énorme, mais c'était le plan. C'était le plan. Tu vois, on a suivi le plan. On a tenu le plan. Le premier semestre où on avait dit, enfin, des premières début de moitié 2026, il fallait qu'il y en ait 5. C'est ça. Et pour l'instant, on est bon. Vrai, 5 plus New York. 2027, 16, donc on accélère. 18 en 2028 et 16 en 2029. Pourquoi un petit peu moins? Parce que là, ça devient plus international à partir de 2029. USA, par exemple, tu vois, 4 aux USA. Surtout au bout d'un moment, on va pas en ouvrir 3 à Lyon. Une fois que tu as les villes principales françaises, tu vas pas en ouvrir, tu vois. Déjà qu'il y en a plusieurs qui sont prévus en région parisienne, il y en a déjà 2, plus 2 autres qui arrivent. Et puis après, tu as le chiffre d'affaires estimé, etc., qui commence à avoir beaucoup de zéros. Oui, bon, on aime bien, plus il y a de zéros, plus on est content, hein. Sauf dans les dépenses. Collector royalties. Ouf. Bon, après, ça, c'est vraiment des tableaux techniques, mais vous avez vraiment tout là, vous avez toutes les infos. Attends, tu vas voir, il y a la chaîne Expert Comptable qui va faire une vidéo, tu vois. Ah, j'aimerais bien, franchement, avoir son avis. À moins que ça soit la vidéo, j'explique pourquoi le projet de TV Louis est invivable. Ah, j'aimerais bien avoir un contre-argument, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi ça pourrait être invivable. Bah ouais, c'est vrai, on pourrait corriger au moins. Nombre de salariés totaux sur 5 ans. Nombre de salariés total, hein, ça marche. Hein. Oui, total, mais c'est bon, donc je voulais juste faire une vanne, c'est pour ça. Ok, ça n'a pas marché. Ok. Et 16, hein, mine de rien, ça fait peur. Hein. Je vous le dis, moi je suis en France, je sais c'est quoi les charges, ça fait peur 16. Hein. Pas sur une structure aussi étendue. Mais si à 57 restaurants, oui, 16 employés, ça me paraît pas très effrayant. Hein. Le marketing, et ça c'est à peu près les dépenses, bah, forcément les dépenses annuelles en marketing et communication. Donc voilà, c'est nous. Coucou. Et ça fait partie des 2% de royalties notamment, qui doivent être réinvestis là-dedans. Les raisons de croire à ce projet, j'adore. Moi c'est vraiment les égal. Il n'y a pas de nuance. Développement rapide, avantage concurrentiel, bonne rentabilité. Il manque une majuscule à avantage concurrentiel, dommage. Bah nickel, j'espère que vous serez convaincus. Je pense que vous pouvez trouver un intérêt à lire ce genre de documents, même si vous vous intéressez juste un tout petit peu à l'entrepreneuriat ou si vous voulez comprendre comment ça fonctionne une entreprise, quelles sont les dépenses, les revenus, comment tu construis un plan sur l'avenir, parce qu'en général, tu regardes pas l'année, tu regardes 3 ou 5 ans en général, donc là c'est typiquement 5 ans. Et puis si des gens veulent investir, de quels chiffres ils ont besoin, il faut jamais investir à l'aveugle dans une entreprise. Enfin, si t'es en bourse, voilà, mais t'es censé bien comprendre sur quoi t'investis. Donc là, t'as vraiment toutes les infos. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Nous, en plus, ce système-là de Crown Cube, on réfléchit à le faire pour Odyssey aussi. Je vais me servir de ça pour voir un petit peu. Ouais. Là, on l'a pas fait parce qu'il y a déjà des investisseurs qui sont là et on va déjà les contacter. Mais c'est aussi un truc qu'on pense faire, peut-être pas sur cette plateforme. Je suis intéressé de voir comment les gens vont s'en servir, comment ça fonctionne, etc. Ouais, de ouf. Hâte de voir vos retours. Les retours plutôt. Ouais, donc ça finit par bonne rentabilité. C'était le mot de la fin, bonne rentabilité. Et ensuite, important aussi, il y a quand même, quand tu t'inscris sur le site, je sais pas si tu as essayé de le faire et moi j'ai essayé de le faire. J'ai pas fait tout. T'as plein d'avertissements sur est-ce que tu comprends ce que c'est qu'un investissement. Il y a beaucoup de pédagogie. C'est un site anglais, donc européen, donc enfin, je sais pas si c'est norme européenne, mais en tout cas, ils prennent beaucoup de précautions pour te prévenir que c'est un investissement, donc tu gagnes pas forcément de l'argent, tu peux en perdre aussi. Et ils te font faire un test. Je crois que tu as une quinzaine ou une vingtaine de questions sur est-ce que je vais avoir un retour sur investissement en moins de 5 ans, plus 5 ans, est-ce que je comprends ça, est-ce que j'ai déjà fait ça, quel est ton profil au départ d'investisseur, est-ce que tu as une entreprise, est-ce que tu as... Père de famille. Ouais, c'est ça. Donc ils font tout pour que, voilà, c'est
pas un site qui te fasse pas rêver. Et à la fin du document, tu vois, t'es obligé de remettre des trucs, des obligations légales, que c'est pas Crowdcube qui donne les chiffres, c'est vraiment nous, notre responsabilité, etc. Donc super intéressant. Là, bon, c'est une vidéo dont vous n'avez pas l'habitude, mais je pense que de temps en temps, parce que en vrai, il y a aucune éducation qui est faite en France, mais c'est pas qu'en France, hein, sur l'investissement, sur la création d'entreprise. Même nous, c'est des informations qu'on découvre petit à petit au fur et à mesure. Si on avait ça, tu vois, en cours. Déjà, ça en cours, et j'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens, moi en tout cas sur ma chaîne, qui m'ont dit putain, c'est ouf les infos qu'ils donnent, parce qu'en fait, quand tu les cherches, tu les trouves pas ces infos. Et ça, c'est pareil. Ça, quand tu cherches ce genre d'infos, tu les trouves pas. Hein. Bien sûr, c'est vraiment dans ce cadre-là. Ouais. Alors, c'est des infos que normalement sont réservées à des professionnels. Complètement. Donc là, c'est accès au public parce que, bah voilà, on recherche des investisseurs parmi le public. Mais du coup, dites-vous que c'est un peu une chance d'avoir ce genre d'infos. Et j'espère que ça nous a pas donné envie. Comme ça, on sera pas en train d'être accusé de dire ah là là, ils essayent de faire rendre leur société. Bah honnêtement, moi je suis content si des gens investissent. Oui, aussi, non, mais je suis content. Nous on a investi nous-mêmes, donc. Non mais oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je veux pas que ça soit en mode pitié, investissez chez nous. C'est pas ça du tout. Et typiquement, enfin, ça ne change rien pour nous que vous investissiez ou pas. C'est ça ce qu'il faut comprendre. De toute façon, qu'il y ait des investisseurs ou pas, de toute façon c'est la même chose. Juste que nous c'est un moyen d'accélérer. Il y a quand même beaucoup de gens, moi, qui m'ont demandé comment investir dans la monnaie depuis qu'on en parle. Ouais. Ah, trop bien. Mais après c'est sur la chaîne Japon Corp. Voilà, vous pouvez maintenant. Allez, let's go. J'espère que ce contenu vous a été intéressant, informatif. C'était vraiment le but. Hein. Il y a moins de divertissement, plus d'informations, mais je trouve que c'est utile de faire ce genre de choses. Oui. On a la possibilité de le faire, on a l'envie de le faire. Profitez-en. Retenez ce qu'il y a à retenir et à bientôt. Ah non, c'est pas cette musique-là. C'est Si Japon, celle-là. Ah putain, yes.